Vous êtes au bon endroit sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui le doyen Benjamin Moutsila, délégué général de la Fédération des Congolais de la diaspora. Bonjour. Bonjour. Ça fait un moment qu'on ne vous entend plus. Est-ce que c'est le fait que la Fédération des Congolais de la diaspora est entrée en sourdine? Quelle est l'actualité aujourd'hui avant qu'on attaque celle du pays de votre association? Qu'on ne nous entende plus, je crois que ce n'est pas le terme exact, dans la mesure où nous avons un créneau de fonctionnement, nous avons des activités, et ces activités-là ne sont pas toujours dans l'actualité. C'est pour ça qu'on ne parle pas de la fédération, mais nous sommes toujours actifs et nous sommes présents sur le débat du pays. Benjamin Moutsila sur Congo Liberty. Congo-Brazzaville, répression dans le pool, à qui profite le crime? Voilà l'article qui a été diffusé par Congo Liberty, dont vous êtes co-auteur. Dans cet article, pour faire la genèse, on parle donc des événements qui se passent aujourd'hui, où la guerre civile, on l'appellera comme on veut, qui a commencé dans le pool le 4 avril. Alors, pour vous, répression dans le pool, à qui profite le crime? De quoi s'agit-il exactement? Je crois qu'il faut toujours remonter, comme nous dit dans l'article, à ce qui s'est passé entre 1998 et 2002. À ce moment-là, on avait complètement détruit le pool. Avec, d'un côté, les forces armées qu'on appelait Cobra, c'est-à-dire combattants de Brazzaville, donc des forces qui étaient de véritables milices, qui ont été transformées après en armée nationale, donc on appelait les FARC par la suite. Et de l'autre côté, Ntoumi, qui venait de Brazzaville, qui soi-disant se réfugiait dans le pool, ce qui était un véritable anachronisme, parce que dans un adage Congo qui dit, quand on est pourchassé par un ennemi, quand on est pourchassé par quelqu'un qui vous veut du mal, on ne se cache jamais dans sa case. Or lui va dans le pool, parce que quand on se cache dans sa case, on risque de la voir brûler. Et là, c'est ce qui s'est passé. Or, des témoignages qu'on avait à cette époque-là dans le pool, personnellement, j'y suis allé en 1999 et en 2001, Ntoumi a aussi participé à la destruction, au massacre qu'il y avait dans le pool, autant que les armées de Sassou. Donc les fameuses milices donc Cobra qui sont devenues FAC, Forces Armées Congolaises. Donc ça, aujourd'hui, à qui profite le crime? Mais le crime profite tout simplement à celui qui alimente cette fameuse soi-disant guérilla, donc le Sassou, puisque ce serait quand même anachronique d'avoir une guérilla dans une région, et cette guérilla n'a pas de base arrière, cette guérilla n'a pas un pays qui le soutient. Si on se rappelle de la guerre de l'indépendance d'Algérie, on savait que les Félagas, les Moudjahidines, étaient alimentés avec comme base arrière la Tunisie à l'est et le Maroc à l'ouest. Si on prend le cas du Zimbabwe, c'est pareil. Si on prend le cas de Jonas Savimbi, c'est pareil aussi. Mais est-ce que pour faire une lecture de la situation qui se passe aujourd'hui dans le pool, donc des massacres, comme vous le savez, en parlant de l'historique de Ntoumi, vous ne mettez pas sur un même pied d'égalité M. Sassou Nguesso et M. Ntoumi, qui aujourd'hui, pour certains Congolais, est un résistant? Alors, si je reprends un article qu'on avait écrit en 2005, au vu des témoignages qu'on avait des ressortissants congolais qui étaient sortis du pool à l'époque, qui étaient réfugiés soit en RDC ou qui étaient sortis de la RDC, se sont retrouvés pour certains au Canada, en Australie et en France, à ce moment-là déjà, Ntoumi était en train de massacrer la culture Congo. Je prends un seul exemple. Quand on est Congo dans un village, on a ce qu'on appelle Nzobansita, c'est-à-dire la case où on va parler aux ancêtres, la case où on va rendre compte de ce qui se passe dans la famille. Quand je dis famille, je prends famille au sens congolais du mot, c'est-à-dire les oncles, les neveux et les tantes.
Si vous cassez cette maison-là, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de clan. Et c'est ce qui s'est passé dans différents villages. Aujourd'hui, si on pose la question à tout Congolais, à un Congo, il vous dira qui il est en se définissant « j'appartiens à tel linéage », mon père appartient à tel linéage, mes grands-parents appartiennent à tel linéage. Si on pose la même question à un Toumi, on se posera la question, on se demandera quel est son village dans le pool. Oui, mais Benjamin Moutsila, sur Congo Liberty, moi j'ai un peu du mal à vous suivre parce que Toumi n'est pas celui qui a déclenché les événements et on a l'impression, vous allez m'excuser, que vous chargez plus Monsieur Ntoumi qui aujourd'hui est en train peut-être d'essayer de sauver sa vie que Monsieur Sassou Nguesso. On ne le charge pas totalement parce que quand on dit qu'il est cheval de Troie, c'est-à-dire qu'il a servi à M. Sassou de détruire une région. Or, quel est aujourd'hui l'objectif? Quel est aujourd'hui l'objectif de M. Sassou? L'objectif est d'abord démographique. Si on remonte dans l'histoire à 1956, aux élections, je prends 2 régions du Congo. La Likwala, qu'on appelait à l'époque la Likwala aux herbes, 0,1 habitants au kilomètre carré. On prend la Bwenza, qu'on avait créée quelques années après, 39 habitants au kilomètre carré. En 2014, Mboulou, ministre de l'Intérieur de Sassou, nous donne comme recensement la Likwala aux herbes est beaucoup plus peuplée que la Bwenza. Où est l'erreur? Oui, mais Tout démographe vous dira que c'est impossible. Donc aujourd'hui, lui, il est, je ne dirais pas obligé, mais il veut absolument accréditer cette thèse de dire que cette partie-là septentrionale est largement et beaucoup plus peuplée que la partie méridionale, ce qui permettra de gagner tous les votes qu'il pourra faire. Alors que ces votes-là, il les gagne en trichant. Les dernières élections ont bien démontré qu'il a effectivement triché. Donc aujourd'hui, détruire le pool, ce serait le pied à la destruction d'autres régions, puisqu'on sait très bien que ces fameuses guerres qu'il y a eu au Congo, que nous on appelle guerre contre les civils, puisqu'on a beaucoup plus cassé du civil que cassé des miliciens, on a quand même détruit le Poul, la Bwenza, le Nyari, le Kwilu. Un épisode à Dolisie. C'est un témoignage qu'on avait de spiritains et de familles qui sortaient de Dolisie. Au moment où on attaque la ville de Dolisie, ceux qui venaient attaquer étaient en majorité des soldats qui venaient ou de l'Angola ou du Tchad. Certaines mamans, des témoignages qu'on a, certaines mamans de Dolisie, quand elles fuyaient vers Pointe-Noire, racontaient que ceux qui rentraient étaient des Saras. Et les Saras viennent d'où? Du Tchad. Témoignage incontestable. Et on sait aussi que l'armée angolaise est bien rentrée à Dolisie, puisqu'on a des reportages, on a des images où on voit des généraux angolais sur la ville de Dolisie. Et même mieux, avec l'ambassadeur Bolo, qui était ambassadeur de France à Brazzaville. Benjamin Moutsila, délégué général de la Fédération des Congolais de la diaspora. On est donc actuellement en train de parler de l'actualité congolaise. Alors, vous êtes en train de nous dire, si je vous ai bien compris, que M. Sassou Nguesso est en train de procéder à une épuration ethnique dans la partie sud du pays. Ça m'a tout l'air, puisque quand on prend son fameux plan qu'on appelait Mwebara, c'est bien ce que ça voulait dire. Puisqu'il fallait non seulement éliminer les populations du sud du Congo, et son plan était très machiavélique. Il y a même un journaliste qui s'appelait Langlois, qui avait pris ce plan et faisait, je ne dirais pas la démonstration, mais faisait le constat que dans certaines régions, tel que le disait le fameux plan Mwebara, on envoyait les gens aller mourir dans les forêts, les quelques rares forêts qu'on a dans le Poul particulièrement, parce que de grandes forêts, dans le Poul, c'est des forêts garries qu'on a. Mais quand vous y envoyez des gens aller y mourir parce que tout ce qu'on mange, tout ce qui permet de soigner est dans les villages, les gens vont mourir dans les forêts, ou alors les gens, vous les envoyez au-delà de leur village, ils vont mourir de faim, ils vont mourir de maladie, et ces gens-là, on ne les voit pas. Un peu comme ce qui est en train de se passer actuellement dans le Poul. Il n'y a pas d'image de personnes
tués dans le pool. Or, on sait que les villages ont été vidés. Dans les villages, il n'y a plus personne. Beaucoup de personnes sont venues soit à Brazzaville, ou sont reparties, sont plutôt dans la Bouenza et aller vers Pointe-Noire. Donc, ce qui montre bien qu'il y a bien une épuration qui est en train de se faire. Benjamin Moutsila, délégué général de la Fédération des Congolais de la diaspora sur Congo Liberty. Alors pour terminer sur le volet tragique de la guerre ou du génocide en cours dans la région du Poul, pour vous, est-ce que M. Sassou Nguesso est responsable ou pour vous c'est M. Ntoumi? Alors, M. Sassou Nguesso est responsable, M. Ntoumi lui sert de cheval de Troie. M. Ntoumi lui sert, je dirais, de faire valoir, de sert de milice, un peu pour dire, c'est pas moi, c'est lui. Mais le vrai responsable, c'est bien M. Sassou. Parce que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, quand on voit les biens que M. Ntoumi a, les véhicules 4x4 qu'il possède, comment sont-ils arrivés dans la région du Poul, qui est une région qui est complètement enclavée? Il n'y a pas de port dans le Poul. Il n'y a pas d'aéroport. Il a un statut de ministre, monsieur. Même avant qu'il ne soit ministre, il avait des 4x4. Moi, j'ai vu à Brazzaville en 99, alors qu'on disait M. Ntoumi rebelle, des véhicules de M. Ntoumi venir à Brazzaville se ravitailler. Nous sommes en 99. Alors, et rappelez-vous, c'est à ce moment-là qu'on parlera des disparus du beach. Alors, on a suivi dans la journée donc hier, jeudi 24, on a entendu M. Okomi-Salissa sur Radio France Internationale, donc qui est aujourd'hui en clandestinité. On a le général Moukoko actuellement, comme vous le savez, en prison. Est-ce que vous auriez voulu que M. Ntoumi finalement subisse le même sort que ces deux personnages-là ou ces deux personnalités? M. Ntoumi a quand même bien le droit de se défendre puisqu'il est aujourd'hui attaqué. Alors, M. Ntoumi est attaqué. Quand il a attaqué les ministres, que je sache. Tout à fait. Donc il réside à Brazzaville. Est-ce qu'il s'est défendu à Brazzaville? Il a toujours vécu à Soumouna, d'après ce que je sache. Soumouna, ce n'est pas son village. En tout cas, c'est son fief. Mais ce n'est pas son village, Soumouna. Aujourd'hui, c'est pourquoi je pose la question, quel est le vrai village de M. Ntoumi? Parce que si on prend ce M. Ntoumi, entre 1998 et 2002, il s'appelait Binsamou Frédéric. Aujourd'hui, il s'appelle Binsamou Frédéric. Quel est le vrai personnage? Or, Ntoumi, que signifie le mot Ntoumi en Congo? C'est l'envoyé. Il veut se faire passer dans la région de Poul comme étant celui qui a été envoyé, celui qui va délivrer, soi-disant, des personnes qui sont en situation difficile. Envoyé par qui? Benjamin Moutsila sur Congo Liberty, je vais reposer ma question. Est-ce que vous auriez voulu que M. Ntoumi se livre? Est-ce qu'il n'est pas compréhensible que M. Ntoumi se défende? Qu'il se défende dans celui qui est son fief, c'est-à-dire c'est un Brazzavillois, qui se défende dans Brazzaville, ou qui se mette en clandestinité comme on fait au Okomi-Salissa ou d'autres, mais qui n'aille pas dans une région et livrer cette région, je dirais, à la destruction donc monsieur Sassou amène dans la région. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le Poul a perdu tout son système scolaire. Il n'y a plus d'école dans le Poul. Quelle est pour vous la sortie de crise idéale dans cette guerre du Poul? Certains appellent au dialogue avec toute la classe politique et la société civile d'ailleurs. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Quelles sont vos pistes de résolution du conflit? Alors, des pistes, il y en aurait plusieurs. Il y en aurait plusieurs. Je crois que ça demande une très très grande réflexion pour amener à une sortie de crise de ce qui se passe dans notre pays. Mais tout est-il qu'il faut qu'on sache que dans notre pays, il y a des victimes et des bourreaux. Faut-il asseoir à la même table des victimes et des bourreaux? Je pose la question. Moi, je vous la pose. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, si c'est la seule issue. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans une espèce de mbongi, puisque dans les traditions Congo, c'est quelque chose qui est mis en avant, est-ce qu'on ne pourrait pas, oui, s'asseoir avec celui que vous appelez, vous, le bourreau? Pourquoi pas? Pourquoi ne le ferait-on pas? Mais il faut que le bourreau sache, accepte qu'il est effectivement bourreau. Or, aujourd'hui, le bourreau se dit victime aussi. Donc il y a un problème. Benjamin Moutsila sur Congo Liberty, je sais que vous êtes aussi, vous allez m'excuser d'en parler, un fervent croyant, catholique de surcroît. Vous faites partie de l'association Émile
Yaenda, donc le cardinal congolais assassiné, on a quand même l'impression que l'Église catholique au Congo est plutôt un allié objectif du pouvoir de M. Sassou Nguesso. Et nous, sur notre site, nous avons diffusé à ce sujet un article qui a, on le sait, beaucoup irrité les catholiques, hein, en tout cas dans leur sensibilité. Est-ce que vous ne pensez pas, comme beaucoup de Congolais, j'ai pas envie de dire tous les Congolais, que l'Église catholique au Congo ne joue pas son rôle de protéger les personnes les plus vulnérables par rapport au pouvoir congolais qui les oppresse? Vaste programme. Alors, l'Église du Congo protégeant les populations. Je crois que l'Église du Congo l'a toujours fait, protéger les populations. Je ne vais pas revenir en arrière pour dire ce que l'Église du Congo a pu faire pour les populations du Congo. Quand on prend les hôpitaux que l'Église du Congo a pu construire dans notre pays, avec parfois l'aide de notre association ASEB, Association Cardinal Miberinda, dans la logistique dans la logistique de ces hôpitaux-là. Il y a aussi, tout à l'heure on parlait de culture, toutes les bibliothèques que l'Église du Congo a pu monter pour la culture des Congolais, pour l'éducation des Congolais. Et toutes les autres structures, je dirais, économiques que nos différents évêques ont pu mettre en place pour apporter de l'aide à nos paysans, notamment dans la culture, dans les cultures vivrières que nous avons, dans l'élevage que nous avons dans les différentes régions, dont l'Église a beaucoup fait pour notre pays. Mais en ce qui concerne la crise politique aujourd'hui? Dans la crise politique aujourd'hui, il faut se rappeler que nous vivons encore d'ailleurs, puisque l'année liturgique ne finit qu'à la fin de ce mois, nous avons vécu une année qu'on appelle l'année de la miséricorde. Et si on se rappelle, une lettre qui a été initiée par les évêques du Congo, c'était effectivement une demande de dialogue entre, j'allais dire, les bourreaux et les victimes. Donc ce travail-là, l'Église le fait à la place qui est la sienne. Mais l'Église ne pourra jamais amener les armes pour qu'on puisse libérer les populations. Mais on ne parle pas d'armes, cher René Benjamin Moutsila. On demande à l'Église d'appeler un chat un chat. On n'a jamais entendu l'Église catholique congolaise, en tout cas l'Église, catholique, condamner franchement M. Denis Sassou Nguesso. Tout à l'heure, j'ai parlé de miséricorde. Qui dit miséricorde dit effectivement aimer les uns et les autres. Qui dit miséricorde dit aussi confession. Donc celui qui va se confesser, quand il est coupable, on n'ira pas dire sur la place publique qu'il est coupable. Bon, on essaiera d'amener celui qui est coupable et celui qui est victime de se retrouver pour essayer de se pardonner les uns et les autres. Il ne faut pas, je pense, donner un rôle politique à l'Église du Congo, qui n'est pas sa place. Alors, j'entends bien, mais est-ce que vous comprenez que les Congolais de Brazzaville fassent un parallèle avec leurs frères du Congo-Kinshasa, où le cardinal Mosengo prend franchement position, on ne va pas dire sur le plan politique, mais voilà, donne quand même son avis. Là, je parle de l'Église catholique du Congo, de la RDC, prend franchement parti pour ses oreilles, comme on dit. Rappelez-vous la première lettre qu'avait faite l'Église catholique l'année dernière, quand il y a eu cette velléité de Sassou de changer la Constitution. Que disait-elle? L'Église du Congo avait bien pris position en disant que ce n'était pas le moment, que ce n'était pas opportun de changer de Constitution. L'Église du Congo l'a dit haut et fort. Donc elle a bien pris position à ce moment-là, qui était une position qui était très forte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande à l'Église? D'aller au-delà de ces positions-là, alors qu'elle les prend. Elle ne peut pas aller au-delà de ces positions-là. Sinon, c'est rentrer dans l'arène politique. Or, ce n'est pas son rôle. Benjamin Moutsila, délégué général de la Fédération des Congolais de la diaspora. Alors, il y a un autre volet qui a choqué certains Congolais. On évite toujours de parler de tous les Congolais. Toujours dans l'article d'un collaborateur de Congo Liberty, Rigobert Osebi, sur un fait qui évoquait enfin en tout cas l'inauguration, vous allez me donner le terme exact chez les catholiques, d'une grotte
de la Vierge Marie au domicile du général Jean-François Ndengue, ce général qui, en tout cas pour beaucoup de Congolais, est le symbole du mal, en tout cas de la torture au Congo. Est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui qu'on inaugure comme ça, en tout cas que l'Église catholique se rende chez ce monsieur pour inaugurer une grotte mariale, voilà. Alors, les grottes mariales, on peut en parler. Très vaste débat chez les catholiques. Dans tous les pays du monde, il y a plusieurs grottes mariales. Si je prends le cas de la France, où je me promène beaucoup, je prends uniquement une région, je la prends à dessein, le Mont Saint-Michel, qui est très connu, qui est un sanctuaire, mais aussi un autre pèlerinage, et la ville de Concarneau, on a à peu près une cinquantaine de kilomètres. Sur ce trajet, on a à peu près une dizaine de grottes mariales. Tout catholique qui veut avoir chez lui une grotte mariale, il a le droit d'en avoir une. Moi, ce qui m'a choqué dans cet article, plutôt, c'est l'amalgame qui était fait entre la photo de l'évêque en train d'inaugurer une grotte et estampiller cette photo-là, l'évêque ou l'archevêque plutôt, inaugure une grotte chez le général Ndengue. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué. Parce que ce n'est pas l'évêque qui était allé inaugurer cette grotte mariale, parce que la tenue qu'il avait, il avait une chasuble et un pallium. On ne met ces vêtements-là, en utilisant un terme simple, que pendant une cérémonie publique, pas une cérémonie privée. Dans une cérémonie privée, il aurait eu une étole, c'est-à-dire une sorte d'écharpe qui aurait pu être de couleur verte, si on était dans le temps ordinaire, pour aller inaugurer une grotte mariale. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué. Mais par contre, que M. Ndengue demande à un abbé, demande à un prêtre, d'aller inaugurer une grotte chez lui, s'il est catholique, ça ne me choquera pas. Parce que tout simplement, si lui est catholique, qu'il a été baptisé, il peut avoir une grotte chez lui. On sait très bien, si on prend le cas de l'Italie par exemple, tous les mafieux italiens vont à la messe tous les dimanches. Ils vont même communier tous les dimanches. Et dans beaucoup de pays, les gens qui sont les moins recommandables vont à l'église. À partir du moment où dans une église, et c'est le principe même de l'église, une personne est allée se confesser, elle a le droit de communier. Il y a une personne, c'est vrai que vous n'avez jamais vu communier chez nous pendant les célébrations, c'est M. Sassou. Parce qu'il est divorcé. Et comme il est divorcé, qu'il n'est pas marié légalement à son épouse, il ne va pas communier. Par contre, si lui allait se communier, allait plutôt communier, ça me choquerait. Et là, je dirais, arrose sur l'église. Mais ça ne me choque pas du tout. Benjamin Moutsila sur Congo Liberty, vous allez m'excuser, mais on va évoquer un dernier volet en ce qui concerne l'Église catholique africaine. Il y a eu, il y a quelques semaines, sinon quelques mois, un évêque centrafricain ordonné cardinal, un de plus dans la sous-région qui est la nôtre, celle de l'Afrique centrale. Mais au Congo, après l'assassinat du cardinal Émile Biayenda, on attend toujours un cardinal. Est-ce que ce n'est pas le fait que l'Église de Rome, finalement, n'a pas beaucoup de considération pour une Église catholique chez nous qui, finalement, a peut-être un peu oublié les vertus de sa chapelle? Alors, c'est là où justement vous évoquez vous posez la bonne question de notre Église. Et c'est un peu ce que disait Jean-Paul II il y a quelques années, quand elle demandait à la France, quand la France est considérée comme la fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ta foi catholique? Et c'est la question que moi je poserais à notre clergé d'une façon globale et générale. Notre clergé, nos abbés, nos pères, quand ils sont consacrés père ou abbé, font 3 vœux. Vœu de chasteté, vœu de pauvreté et vœu d'obéissance. Et c'est là, dans ces 3 vœux, que nous pouvons nous poser les bonnes questions au niveau de notre clergé. Tout un Congolais regarde
ou va à une célébration et voit nos abbés, nos prêtres habillés, ou voit nos abbés et prêtres se comporter dans la société. C'est là où on se poserait des questions. Et face à ça, l'Église de Rome ne peut pas dire « Vous avez un clergé qui est exemplaire, on vous donne un cardinal. Vous avez une chrétienté qui est exemplaire, on vous donne un cardinal. » Tout à l'heure, on parlait du général Ndengue qui a inauguré chez lui une grotte mariale. Est-ce que ce monsieur a effectivement fait son mea culpa? Est-ce que ce monsieur s'est effectivement confessé correctement et a vécu sa foi de chrétien et vit une vie de chrétien pour qu'on puisse aller chez lui inaugurer une grotte mariale? Donc vous avez là, si vous voulez, toutes les fautes que nous, catholiques, clergés compris, commettons, pour que ceux qui regardent de l'extérieur ou ceux qui sont, je dirais, à la tête de l'Église du Congo se disent « Oula, il y a un petit souci, un petit problème, corrigez d'abord ce que vous avez comme manquement et peut-être qu'on verra plus tard si on vous donne un cardinal ou pas. » Benjamin Mutsila sur Congo Liberty, je vais quand même dire aux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, en tout cas qui vous découvrent, que vous avez été très actif dans l'affaire des biens mal acquis et des disparus du beach. Vous êtes l'une des associations qui aviez milité sur la place de Paris pour faire en sorte qu'il y ait des suites judiciaires sur les biens mal acquis et les disparus du beach. Alors, on va parler de l'actualité politique congolaise. Est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous pourrez dire au sujet des hommes politiques qui sont quelque part responsables de la situation, en tout cas de la tragédie que vit le pays aujourd'hui? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner, des propositions à leur faire? Vous m'excuserez, mais je vais citer deux personnages que je considère comme iconoclastes. Il y a Harry Truman, celui qui était chef d'État des États-Unis, quand la bombe atomique a été lancée sur Nagasaki et Hiroshima. Il avait fait appeler cette bombe atomique Little Boy. Et on sait très bien que même à cette époque-là, on le savait, qu'une bombe atomique, c'était des dizaines de milliers, voire des millions de morts. Harry Truman disait, si un homme politique est riche, c'est quelque part un escroc. Et je vais citer un autre homme politique, celui-là africain, aussi iconoclaste, c'est Mugabe, que tout un chacun connaît, qui dit aussi, lui, comment voulez-vous que les jeunes aillent vers l'éducation, vers la culture, vers la connaissance, quand l'homme politique roule dans de belles voitures et que le professeur d'université est à pied? Alors, on pourrait organiser une émission rien que pour parler, voilà, j'ai envie de dire cette parabole. On ne va pas citer de nom, on va s'arrêter là pour donner envie de vous revoir sur Congo Liberty. Est-ce que vous avez un dernier mot? Je crois que ce que j'ai dit là, c'est non seulement un message, mais en même temps aussi une réflexion de l'homme politique congolais tel qu'il est. Parce que moi, j'ai toujours appris jeune face à nos parents. Et quand je dis nos parents, c'est-à-dire que moi, j'avais des parents, ceux que j'appelais papa à l'époque, étaient originaires de toutes les régions du Congo. Autant quand ils venaient chez moi voir mon père, que j'allais chez eux parce que j'étais reçu comme un fils. Mais c'était une vie, je ne dirais pas communautaire, mais une vie familiale qui était harmonieuse. Aujourd'hui, on ne la trouve plus au Congo. Donc il y a un hic. L'homme politique, quelque part, a fauté. Qu'il fasse, lui, homme politique, une introspection dans ce qu'il a fait dans notre pays. C'était Benjamin Mutsila, délégué général de la Fédération des Congolais de la diaspora, que nous allons rapidement faire venir sur Congo Liberty pour qu'il développe sa réflexion sur les deux profils d'hommes politiques qu'il a donnés à l'instant sur Congo Liberty. À très bientôt. Merci beaucoup.